Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tous les fans de football. J'espère que tout le monde va bien, j'espère surtout que les fans du Real, du Barça ou plus globalement les amoureux du football, vous êtes tous prêts pour le classico de malade qui nous attend en fin de cette semaine-là. Le match au Santiago Bernabéu risque d'être bien sûr plein de folie en espérant que du fair play, que du respect, que du beau jeu et non des polémiques, non des problèmes arbitrales, non des problèmes sur le terrain. On a aujourd'hui en tout cas, et je pense que je vous apprends rien, le classico le plus attendu, le plus hype avec peut-être le plus d'enjeux dans l'ère post-Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, avec deux équipes aujourd'hui que tout oppose dans le style autant que dans l'histoire, deux équipes aussi à la dynamique bien différente qui chercheront à inverser la tendance pour certains ou à conforter la leur en tout cas après ce match, mais en tout cas un classico qui je pense va laisser des séquelles suivant le résultat et qui pourrait bien aujourd'hui changer énormément de choses à court et moyen terme pour la suite de la saison. On a aujourd'hui un FC Barcelone qui va notamment essayer de laver son affront. Parce que sur l'ensemble des 10 derniers classicos, officiels et pas amicaux confondus évidemment, parce que les matchs aux États-Unis ça sert quoi? À ramener que du beurre dans les épinards et à éponger certaines dettes de clubs en crise évidemment, et à payer un peu plus de salaire ou des transferts avec des petits bonus sympas durant les tournées américaines. Mais on a le Barça qui a quand même perdu les 4 derniers classicos officiels de suite et qui va essayer d'éviter à l'extérieur la passe de 5 défaites de suite. Donc le classico a été remporté 6 fois lors des 10 dernières en tout cas confrontations par le Real et 4 fois par le Barça. Donc aujourd'hui, le Barça veut inverser la tendance, arrive avec les pecs gonflés, avec un Hansi Flick qui a enfin trouvé un équilibre, un côté compact au Barça, un jeu beaucoup plus vertical qu'on détaillera un petit peu plus après, un jeu plus polyvalent, plus offensif et en tout cas destructeur, qui aujourd'hui menace clairement le Real Madrid, beaucoup plus fragile en défense, beaucoup moins serein dans le jeu, dans l'équilibre et le côté offensif, et qui aura à cœur peut-être de montrer que la deuxième mi-temps contre Dortmund peut être des éléments de réponse importants pour battre ce Barça qui en tout cas demandera un maximum d'engagement sur 90 minutes. Après, petit disclaimer, un classico, c'est imprévisible. Tu peux être le meilleur Barça du monde et perdre contre un Real Madrid qui a un jeu dégueulasse. Tu peux être le meilleur Real Madrid du monde et perdre contre un Barça qui a que des jeunes de la Masia en reconstruction et qui pareil se fait détruire en Europe et qui va des fois en Europa League. Tu peux vraiment avoir des dynamiques opposées. La réalité d'un classico n'est pas celle du lendemain et de celui d'aujourd'hui. Donc forcément, tout est remis à zéro, tout se passera sur le terrain. Et bien sûr, tactiquement aussi sur les bancs, ça va devoir démarrer et cogiter un maximum. On a aujourd'hui un Barça qui domine la Liga espagnole avec 9 victoires en 10 matchs, ce qui est quasiment, je crois, peut-être le meilleur départ historique en Liga. Je suis pas sûr qu'une équipe a déjà fait le 10 sur 10, mais en tout cas, j'en ai pas le souvenir immédiat. Vous me le direz en commentaire si c'est déjà arrivé, que ce soit du côté du Real, du Barça ou n'importe quelle autre équipe. Mais clairement, le Barça aujourd'hui a clairement la meilleure attaque. 33 buts marqués par rapport aux 21 du Real Madrid qui est la deuxième meilleure attaque. Même s'ils prennent un peu plus de buts que le Real, 10 buts encaissés par rapport aux 7 du Real, franchement, le peu qu'ils encaissent, ils le rattrapent en mettant 3, 4, 5 buts par match. C'est une équipe aujourd'hui qui est largement explosive, qui a un danger qui vient de tous les côtés. Bien sûr, entouré par de très bons joueurs devant, très efficaces et surtout très altruistes, mais globalement aujourd'hui tout le monde peut faire la différence côté Barça. Donc forcément aujourd'hui il y a très peu d'équipes qui peuvent les regarder dans les yeux, leur contester au niveau du jeu et surtout les affronter 90 minutes en disant je peux vous dominer ou simplement vous mener au score. Le Real qui a aussi à cœur aujourd'hui d'égaler le record du Barça en termes de matchs sans défaite en tout cas d'affilée. Donc là le Real Madrid est à 41. S'ils font un match nul ou une victoire contre le Barça, ils seront à 42 exactement comme le record du Barça. Et après, ce sera le match contre Valence la semaine prochaine qui pourra déterminer si le Real battra ce record ou pas. Mais là, si le Real peut gagner en plus le match contre le Barça et égaler leur record, c'est parfait. En plus d'avoir un avantage un petit peu intéressant sur le futur goal average particulier qui pourrait être important, tellement le Real et le Barça sont au-dessus cette saison en Liga et tellement je pense que les deux dépasseront les 90 ou 95 points et que ça va se jouer à pas grand-chose. Enfin bref. On a deux équipes qui sont quand même à mon sens avec des dynamiques différentes. Et pourtant, malgré le fait que le Real Madrid galère dans le jeu, malgré le fait que le Real ne soit pas le plus flamboyant offensivement, ne soit pas le plus serein défensivement, ils sont qu'à 3 points du Barça, qui eux sont rayonnants. Il est vrai que le Barça a eu beaucoup d'absents, beaucoup de blessures, que les joueurs ont dû surperformer, que Hansi Flick a dû bétonner, en tout cas a dû sortir la caisse à outils pour verrouiller un petit peu les espaces laissés, pour colmater les brèches, tout ça. Mais globalement, on a un Barça
qui a su avoir des joueurs qui surperforment par rapport aux absents, qui ont même parfois été meilleurs que les absents durant certains matchs, et globalement qui arrivent à s'en sortir. Mais le Real Madrid reste quand même, malgré une mauvaise dynamique entre guillemets, il y a eu beaucoup de critiques, seulement qu'à 3 points. Donc comme quoi le Real n'est pas si mauvais que ça en soi. Mais ça rejoint aussi le bilan que je faisais l'autre jour, c'est que pour moi le niveau de la Liga globalement baisse, parce que même un très mauvais Real Madrid remporte ses matchs, et des fois même largement. Donc tu vois, c'est à quand même te poser des questions de est-ce que la Liga aujourd'hui a vraiment le niveau de la Ligue 1, de la Bundesliga, de la Serie A, ou est-ce que vraiment elle ne fait que baisser? Et à mon sens, autant les géants ne font que grimper, donc le Real et le Barça montent leur niveau, autant la Liga baisse en général. Et c'est aussi un gros problème de concurrence et d'intérêt aussi pour ce championnat. Mais globalement, voilà, quand tu vois le Barça par exemple, qui gagne difficilement 2-1 contre Valence, 2-1 contre Bilbao, 2-1 contre le Rayo, des matchs qu'ils auraient pu perdre, hein, parce que vraiment ils avaient subi beaucoup d'occasions, par moments ils étaient menés au score, ils ont dû faire des remontées, il y a des joueurs qui ont réussi des exploits individuels comme les Dani Olmo, etc., pour les sortir de la mouise, les Lewandowski pareil, la Yamal, etc. Mais tu vois, le Barça, avant de dérouler avec les 7-0, les 4-1, les 5-1, etc., ça a été quand même très compliqué. Mais Hansi Flick a trouvé les détails qu'il fallait et les ajustements à faire pour apporter ce jeu si destructeur qui a retourné la Liga. Là où le Real Madrid a commencé par 2 matchs nuls en 3 matchs et après a tâtonné pour avoir des victoires un petit peu au forceps, tu vois. Donc des dynamiques bien différentes. Une équipe qui a démarré doucement pour tout exploser et une équipe du Real qui finalement reste un peu sur la même lignée, si je puis dire. Au niveau des compositions probables, on a du côté du Real Madrid forcément des absents, Thibaut Courtois et Rodrigo qui vont conditionner aussi la compo du Real, qui je pense dans les gros matchs va rester en 4-4-2 et non pas en 4-3-3, même si Rodrigo aurait pu faire extrêmement mal dans un 4-3-3 avec sa vitesse ou simplement en sortie de banc par sa percussion, ses combinaisons, sa faculté à tenir la balle aussi et à faire extrêmement mal dans la profondeur comme dans l'axe du terrain. Mais globalement aujourd'hui, le Real devra s'en passer. On sait que Brahim Diaz a repris l'entraînement, mais je pense pas qu'il sera dans le groupe et au pire, il sera remplaçant et jouera peut-être que quelques minutes, mais pas à très gros rythme. Donc c'est compliqué et forcément ça va limiter aujourd'hui le champ d'action du Real Madrid. Là, j'ai mis Camavinga et Tchouaméni titulaires aux côtés de Bellingham en 10 et Valverde, mais le problème c'est qu'on ne sait pas si Ancelotti voudra bétonner entre guillemets avec des profils assez physiques, qui ont un bon volume de jeu, qui peuvent courir un maximum derrière le ballon et bien se positionner. Mais derrière, on a quand même le choix aussi de pourquoi pas mettre Camavinga en 6 parce qu'il est largement meilleur que Tchouaméni depuis son retour et mettre Modric pour apprendre aussi à tenir le ballon et apporter quelqu'un qui peut avoir cette expérience dans la relance et la construction. Parce que contre le Barça, je pense très clairement qu'on n'aura pas la possession du ballon et en plus de ça que le Barça ne voudra pas nous le laisser non plus comme ils l'ont forcément fait avec le Bayern. Là, c'est un autre type de motivation, c'est une nouvelle revanche pour aussi apprendre comme ils l'ont prise contre le Bayern, mais autant à des moments contre le Bayern, ils pouvaient laisser le ballon pour jouer de manière plus verticale comme on le verra un peu après, mais pour moi, le Barça aujourd'hui aura la motivation d'écraser le Real Madrid, vraiment, et d'imposer sa domination pour mettre un coup et un gros break en Liga. Donc ils vont jamais nous laisser la balle, sauf à de petits temps je pense, ou alors quand on leur contestera vraiment par la qualité physique, la technique, et en remportant les duels évidemment. Mais là pour moi, soit Modric, soit Camavinga ou Tchouaméni seront titulaires, donc l'un des deux français sautera pour Modric évidemment, mais à voir. À voir. Franchement, moi je préférais partir sur les 4 jeunes et Modric qui rentre plutôt à l'heure de jeu ou la 70e si vraiment ça va ou ça va pas. Mais clairement après tu as aussi Arda Güler et Hendrick qui peuvent apporter en sortie de banc. Mais on connaît Ancelotti, sa frilosité qui les fera sûrement rentrer les 5-10 dernières minutes si vraiment il n'y a pas le choix, tu vois. Mais bon. J'imagine pas un 11 différent, tout comme du côté du FC Barcelone, on a Rafinha, Lewandowski, Yamal qui vont faire le trio d'attaque évidemment, Casado, Pedri qui seront indéboulonnables je pense en 6, malgré le retour de De Jong qui n'est pas encore à 100% du rythme pour jouer je pense un classico titulaire, et après entre Fermin et Dani Olmo, ça va se poser la question, parce que Fermin contre le Bayern, il a fait un match incroyable, il a fait 2 passes décisives, il a été monstrueux avec Casado et Pedri qui ont fait entre guillemets le triangle des Bermudes extrêmement imposant, ballon au pied dans les relances et les transitions. Donc pour moi les 3 vont pas forcément changer. Dani Olmo, je sais que ça a été un homme clé au début de saison, je l'ai quand même mis dans la composition parce que un Dani Olmo en forme c'est largement meilleur qu'un Fermin, mais après avoir son niveau en revenant de blessure, il a joué un petit peu, mais est-ce que c'est suffisant pour jouer un classico d'entrée? Je sais pas, on verra ce que veut faire Hansi Flick, s'il veut forcer ou pas. Après la défense, ça reste classique par rapport aux absences côté Barça avec Araújo notamment et Christensen, mais pour moi là les compositions sont à peu près comme ça, en tout cas je pense. Les hommes forts côté Barça, comment vous dire, j'allais pas choisir un ou deux joueurs. Pour moi actuellement, l'homme fort du Barça, c'est l'équipe en fait. C'est l'équipe et chaque individualité qui la compose.
Le Barça aujourd'hui, par Rafinha le capitaine, qui vient de mettre un triplé contre le Bayern, qui explose cette saison après avoir été frustré cet été avec la possible venue de Nico Williams, qui prouve à tout le monde qu'il avait raison en tout cas de rester, qu'il avait raison en tout cas de persévérer. Lewandowski qui marque des buts, qui fait oublier sa mauvaise saison dernière. Lamine Yamal qui explose autant à la passe D que dans les buts et qui montre à quel point ce merdeux est vraiment trop fort. Et vraiment, en tant qu'Espagnol, je suis très content de l'avoir en équipe d'Espagne. Mais côté Barça, par contre, je sais très bien que lui va m'emmerder pendant des années. Il est super jeune, il va rester là pendant encore 14-15 ans minimum. Et je pense que quand il atteindra son prime, ça sera peut-être du jamais vu. Et j'espère peut-être que pour lui, il ramènera enfin un ballon d'or à l'Espagne, car ça fait longtemps qu'on le mérite. Entre Iniesta, Xavi, Raúl, Ramos et les autres, on a quand même certains qui auraient pu l'avoir à des moments. Mais bon, ça fait en tout cas plaisir de voir un petit comme ça aussi doué, tout comme Casado, Pedri, qui sont excellents, qui ont montré une maîtrise contre le Bayern au niveau de la tenue du ballon, la récupération, etc., qui était monstrueuse. Et pour moi, ces deux-là, enfin Casado surtout, qui monte en équipe première cette année en tant que titulaire quasiment, ils ont un vivier de talent à la Masia avec Fermin, etc., qui est monstrueux. Et Pedri, tu vois, aujourd'hui, même en l'absence de Gavi, qui pareil reprend un peu du rythme, qui sera pas titulaire, je pense, il explose quand même, tu vois, avec des profils différents à ses côtés. Pedri arrive à s'adapter, même si c'est pas le meilleur, par exemple, pour défendre. Quand il a la balle, il est inarrêtable. Et pour moi, les hommes forts du Barça aujourd'hui, pareil, t'as Koundé qui a bien évolué, Koubarsi qui prend encore plus en expérience, Inigo Martinez qui n'est pas si mauvais que les gens le disent, Iñaki Peña qui certes n'est pas un Ter Stegen et peut faire un peu du tort au Barça, mais qui quand même sauve le Barça sur quelques tentatives, mine de rien. Et Baldé après, bon, qui a une marge de progression, c'est peut-être lui actuellement le pseudo-maillon faible du Barça, etc. Mais pour moi, même s'il se fait prendre dans son dos, il apporte quand même énormément par sa vitesse et sa percussion et sa qualité de centre. Sans oublier bien sûr le tandem qu'il forme avec Rafinha sur le côté qui est quand même assez important. On a un Barça aujourd'hui qui certes se montre très compact, qui arrive comme d'habitude avec la possession à faire tourner en bourrique les adversaires, mais qui a aussi un jeu plus vertical, qui a un jeu qui n'hésite pas à aller vers l'avant, avec des flèches, avec des joueurs qui se projettent, que ce soit les Fermin, les Pedri, que ce soit peu importe en fait, ça peut être même des milieux de terrain qui se projettent, ou les latéraux qui vont monter. La profondeur aujourd'hui est systématiquement recherchée. On a un mouvement qui est perpétuel, les ouvertures qui se créent, et les joueurs aujourd'hui n'hésitent plus à plonger, car ils savent qu'avec les techniciens qu'il y a derrière, ils seront servi dans la course et le bon timing. Donc aujourd'hui, le danger vient de partout côté Barça. Et donc c'est aussi ça qui va apporter cette force avec beaucoup de buts qui ont été marqués, un peu contre le cours du jeu quand même contre le Bayern, parce que le Bayern dominait avec un bloc de plus en plus haut, avec de plus en plus d'occasions et d'incursions, mais le Barça sur 3 balles en profondeur leur a fait la misère. Là comme on le voit sur l'écran, ça a été chirurgical, récupération, balle longue, et après l'efficacité des joueurs de Lamine Yamal ou encore Rafinha ou Lewandowski, ça fait la différence. Quand tu as des tueurs devant, tu peux tout faire en fait. Et c'est pas grave de t'exposer, si toi tu marques derrière, tu fais juste le... Pardon, excusez-moi, je suis encore malade, tu fais encore plus pression sur l'adversaire, et derrière tu vas marquer des buts, tu vois, et surtout te faciliter la vie. Car quand à 3-1 à la mi-temps, quand tu pars à 3-1 à la mi-temps pour toi, forcément ton plan de jeu tu vas l'adapter, tu vas doser les efforts et tu vas encore plus appuyer là où ça fait mal côté adversaire, qui va prendre plus de risques et te faciliter la vie. Et après tu as le loisir de marquer le 4-1, etc. et t'amuser. Surtout quand l'adversaire après derrière est moins compact, moins intéressant, moins inspiré et que toi tu es tellement en place que tu es limite dans un fauteuil avec tes chaussettes, tu vois. Le Barça par contre, malgré une qualité offensive impressionnante, reste quand même très prenable contre le Bayern. Quand ils ont pris le but hors jeu de Harry Kane, puis après derrière le but validé d'Harry Kane, c'est toujours venu du même schéma. C'est des débordements, c'est des centres, c'est des projections, c'est un Barça qui a un bloc qui était des fois un peu trop haut, qui se faisait prendre dans la profondeur et forcément qui avait du mal à revenir par un manque de vitesse et peut-être de positionnement. Mais le Bayern, tu vois, n'en a pas assez profité derrière. Ils auraient pu marquer un deuxième ou un troisième but, mais... ils ont été un petit peu en manque d'efficacité, en manque simplement d'idées au dernier moment. Le Barça était pourtant sur la rupture avant les exploits individuels de Rafinha. Et surtout après l'erreur de Kim provoquée par Fermin et le but de Lewandowski. C'est d'ailleurs pour ça que moi je pense très clairement que le Barça n'aura pas une ligne défensive contre le Real aussi haute. Parce que là vraiment... le problème du Barça, c'est qu'en fait, contre le Bayern, ils n'avaient pas non plus un pressing important sur les premiers porteurs de balles, mais leur ligne était super haute. Ce qui fait que là, comme on voit ici avec Kimmich, et ici aussi, les joueurs du Bayern pouvaient largement se balader entre les lignes, sur les côtés. Il n'y avait pas de marquage à moins de 5 ou 10 mètres, tu vois. Ce qui est énorme pour contrôler la balle et ensuite déclencher quelque chose. C'est énorme à ce niveau-là. Et pour moi, le Barça ne pourra pas se permettre contre le Real qui a Kylian, qui a Vinicius, ou des joueurs comme Vasquez, ou simplement d'autres joueurs comme ça assez rapides et percutants, comme Valverde, même qui peut se projeter, Bellingham qui peut partir en profondeur et tout, qui sont loin d'être lents, même s'il n'y a pas Rodrigo ou pas Brahim, tu vois, pour le moment, pour moi, le Barça ne peut pas se permettre d'avoir une ligne aussi haute. Sinon,
le Real aura tout le loisir de envoyer les ballons devant avec bien sûr quand même des joueurs qui traitent bien le ballon, certes moins que des Pedri, Casado, etc. Mais t'as quand même par moments des Camavinga, des Valverde, des Jude qui peuvent sortir des passes venues d'ailleurs, qui sont loin d'être mauvais techniquement, même si cette année c'est un peu bizarre dans le jeu et dans la fluidité, etc. Mais pour moi, tu vois, si le Real joue sur cette faculté-là du Barça à jouer trop haut, et ben c'est là aussi où le Real peut devenir assassin. Tout comme c'était en Super Coupe d'Espagne l'an dernier, quand le Real avait en 10 minutes marqué 2 buts. Sur la profondeur, sur la vitesse. Et ça a été un match plié dans les 10-15 premières minutes, avant un triplé de Vinicius à la mi-temps, tu vois. Donc c'est aussi pour ça que le Barça devrait faire attention, je pense, et ne pas sous-estimer le Real et sa vitesse, qui en transition en général sont les maîtres dans cet art-là. Donc après, si le Barça veut jouer en transition, tout comme le Real, qui sera pris à son propre jeu, ça on verra bien. Mais en tout cas, le Real, c'est qu'il va avoir des opportunités sur les côtés, sur la projection, et ça dépendra aussi de la qualité de son bloc. Aujourd'hui, le seul problème du Real à mon sens, c'est que la défense est trop faible. Là, tu as un Lucas Vazquez qui n'est pas un arrière-droit de métier, qui sera confronté à Rafinha dans un duel, en tout cas, où il sera sûrement, je pense, plutôt mis en danger, où Valverde va devoir rôder très souvent, où Tchouaméni va devoir être en couverture aussi de Rudiger Militao, qui ont tendance, comme on le voit contre Dortmund, à trop, à chaque fois, soit s'agglutiner sur le même joueur, ou soit à s'exporter sur le terrain, mais sans vérifier qu'il y a des marquages, sans vérifier qu'il y a des joueurs qui arrivent dans le dos, etc. Comme on l'a vu ici avec Vazquez qui se fait prendre, tout comme Militao, par Gittens notamment, qui a pu marquer derrière, sur le centre de Malen. Le fait que Guirassy il a pu transmettre le ballon à Malen au milieu de 5 Madrilènes, c'est quand même pas normal. Donc pour moi, tu vois, le Real aujourd'hui, dans les marquages, l'intensité et l'engagement, n'y est pas. Et pour moi, si le Real ne joue pas contre le Barça de la même façon dont ils ont joué en deuxième mi-temps contre Dortmund, dans l'intensité, l'engagement, la solidarité, l'efficacité, on ne pourra jamais gagner. Si on joue comme la première mi-temps, c'est pas 2 buts qu'on va devoir remonter, c'est au moins 3 ou 4 minimum. Et 3 ou 4 buts d'écart contre le Barça, même 2 à la mi-temps, je suis pas sûr que tu les remontes comme ça. Et clairement pas, surtout pas contre un Barça comme ça, qui est aussi létal et aussi fort défensivement. Donc pour moi, Lucas Vazquez, ça peut être autant le maillon X que le maillon fort aujourd'hui, car il a montré contre Dortmund que même si il fait des boulettes derrière, il est capable de marquer devant aussi, avec le but du 3-2, c'est un capitaine, c'est un guerrier, mais à voir s'il arrive à tenir Rafinha sur le côté, s'il arrive à ne pas provoquer de penalty, pas faire de fautes dangereuses, de ne pas être expulsé au cas où s'il fait trop de fautes, et surtout pourquoi pas à se libérer offensivement par des beaux centres ou des buts comme il l'a fait plusieurs fois contre le Barça déjà. Mais après bon, ça va être un peu compliqué. On a aussi un quatuor au milieu de terrain qui doit s'imposer par rapport forcément aux pépites du Barça. Là il y a Dani Olmo qui est coupé par ma caméra mais vous le voyez pas. Mais tu vois le Barça ils ont un vivier de talent. Mais nous aussi on a un vivier de talent. Et pour moi les Tchouaméni, Kama, Valverde, Bellingham, physiquement oui ils sont meilleurs que ceux du Barça. Ça y a pas photo dans le volume de jeu d'activité. Mais après dans le jeu techniquement on peut faire aussi bien. On peut faire aussi bien. On n'a pas des mecs qui sont nuls avec le ballon. Certes, Pedri, je pense qu'avec Dani Olmo, c'est ceux qui sont au-dessus du lot à ce niveau-là. Mais on a largement de quoi avoir des joueurs qui leur coupent les ballons entre les lignes, qui soient au pressing sur eux, qui les leur empêchent en tout cas de bouger comme ils veulent et surtout de trouver les espaces et les alignements parfaits. Donc aujourd'hui, le Real doit avoir ses leaders comme Tchouaméni, comme Kama, comme Valverde surtout et Bellingham surtout, qui haussent le ton et qui dictent le tempo de ce match-là au milieu de terrain. Car la clé du match, ça passera par la domination du jeu et du milieu de terrain, tout comme la défense dans les duels entre Lamine et Ferland Mendy et Rafinha et Lamine Yamal. Sans oublier qu'il va falloir pour Rudiger et Militao stopper autant Lewandowski que les milieux de terrain qui se projettent côté Barça. Ensuite, ouverture du compteur ou pas? Bellingham n'a toujours pas marqué en Liga cette saison, il a un rôle beaucoup plus reculé, il est vrai aussi que les autres ne le servent pas autant que lui peut servir les autres, il fait des passes D, il est hyper important dans son volume de course, il récupère un paquet de ballons, il fait la différence dans la construction, moins qu'à la finition. Mais aujourd'hui, vous savez, le Barça, son équipe favorite pour marquer en Liga. Il a marqué 3 buts au Classico en 2 matchs. C'est à lui maintenant de montrer que le Barça, c'est une équipe dans laquelle il a les clés et à laquelle il peut faire aussi la différence. On verra bien comment le Barça d'Hansi Flick va faire en général pour tenir Bellingham, qui était pourtant le maître à jouer l'an dernier. S'il joue à son poste en numéro 10 derrière Mbappé et Vinicius, et qu'il n'est pas constamment mis sur le côté droit avec Rodrigo, il n'est pas là, mais notamment avec Valverde, je pense qu'il peut faire la diff. Je pense que Bellingham, par sa frappe, par sa qualité physique, etc., peut faire la diff contre un Barça qui aura peut-être du mal à lutter contre lui au niveau du profil. Après avoir, évidemment, si on a un profil de jeu beaucoup trop bas, si on n'arrête pas de subir, si on n'arrive pas à avoir le ballon, Bellingham sera trop éloigné de la surface pour faire des différences. Par contre, si le Real arrive à avoir un bloc assez haut, assez imposant, Bellingham, je pense qu'entre les lignes, etc., peut vraiment faire la différence. Surtout avec sa taille, sur les coups de pied arrêtés et tout. Peut-être qu'il marquera un but de la tête s'il se décide à faire des belles têtes, évidemment. Le réveil de Kylian Mbappé. Là, c'est hyper important.
Oui, tu stats, oui, tu marques des pénaux, oui, tu as marqué un beau but l'autre jour contre, je sais plus contre qui c'était, contre le Celta de Vigo. Mais là, aujourd'hui, c'est contre le Barça. Là, c'est pas la Ligue des Champions. Contre Dortmund, tu as fait un bon match, tu as fait des passes D, mais tu pas marqué. Mais là, par contre, contre le Barça, son équipe aussi, qu'il n'arrête pas de martyriser, qu'il n'arrêtait pas de martyriser avec le Paris Saint-Germain. Je veux un but. Je veux un but de Kylian. Je veux un but de Kylian dans un classico, dans un grand match. Qu'il montre au Bernabeu, qu'il montre au monde entier qu'il est prêt, qu'il est chaud et qu'il veut tout exploser. Et pour moi, Kylian, ça passera par une grande prestation au classico. Là, le Real doit gagner pour retrouver les sommets de la Liga, égalité avec le Barça. Ça passera par un bon match de Kylian Mbappé. Si on peut infliger une deuxième défaite déjà au Barça cette saison et en plus les rattraper, prendre le record et en plus que Kylian se réveille pour de bon en montant de plus en plus en puissance, ça passe par un bon classico. Cristiano l'a fait, Benzema l'a fait, les autres l'ont fait, toi tu vas le faire aussi. Et pour moi, s'il fait un mauvais match, ça va lui retomber dessus, je pense très clairement. Et après, pour terminer, dernière masterclass avant le Ballon d'Or. Là, il y aura un duel, on parlait au début de Lamine Yamal, Vinicius. Là, ce sera plutôt Rafinha contre Vinicius au niveau des stars en forme en ce moment. Triplé contre Dortmund, triplé contre le Bayern. Mais du coup, Vinicius, aujourd'hui, qui a fait des très belles prestations ces derniers temps, qui porte le Real ces derniers temps, qui montre en quoi c'est le meilleur joueur du monde et qui, juste avant d'avoir le Ballon d'Or lundi, peu 2 jours avant, encore plus éclabousser le monde de son talent, avec une victoire qui ramènerait le Real au sommet de la Liga, avec une dynamique qui pourrait s'inverser, avec un Ballon d'Or qui sera plus que confirmé et qui en plus commencerait encore à gagner des points pour le suivant en 2025. Et pour moi, Vinicius aujourd'hui, que ce soit Koundé en face, que ce soit Christensen, enfin pas Christensen, Koubarsi ou qui tu veux, là, Vinicius en ce moment, il est sur un nuage. Et le Vinicius qui se concentre, qui parle pas, qui laisse ses polémiques loin et qui se contente de jouer au football, c'est inarrêtable. Et pour moi, c'est un joueur capable de faire des différences à la première comme à la 90e minute. Et c'est ça le plus grand joueur du monde. Et pour moi, les classicos, c'est pour les plus grands joueurs. Donc tout comme pour Bellingham et comme Kylian Mbappé, c'est à lui aussi de faire des différences. Et en tout cas, avec l'absence de Rodrigo, de Courtois, etc., ça passera par lui aussi. Donc aujourd'hui, j'espère qu'il remportera le Ballon d'Or tranquillement, en tout cas normalement c'est fait à 99,9999, mais avec la manière et une dernière masterclass avant le Classico. En tant que supporter du Real Madrid, j'espère que le Real va gagner, donc un 3-1 ou un 3-2, mais actuellement en tant que fan de foot objectif, je pense que le Barça va gagner ce match 3-1 par rapport à notre faible défense, par rapport à notre manque d'efficacité devant, par rapport au Barça qui marque beaucoup de buts, par rapport à un Barça qui est plus cohérent, qui a plus de possibilités de jeu que nous, qui récupère ses blessés, etc. Je pense que le Real, dans les grands matchs, sait bien sûr se surpasser, mais le Real ne devra jamais faire la première mi-temps qu'ils ont fait contre Dortmund, sinon jamais on remonte. Par contre, si on joue comme contre la deuxième mi-temps de Dortmund, mais alors là, le match va être explosif. Mais après, avec des si, on refait le monde. Et comme je l'ai dit, un classico, c'est imprévisible. Tu peux très bien avoir un 5-0 pour le Barça, un 4-0 ou 5-0 pour le Real. Que voilà, on sera choqué dans tous les cas et c'est au grand jour aujourd'hui de s'exprimer. Même si Ancelotti et Flick auront largement leur mot à dire au niveau tactique et qu'aujourd'hui, pour l'instant, au niveau des coachs, avantage Hansi Flick et au niveau des effectifs, pour l'instant, et des dynamiques, avantage Barça. Mais les pronostics sont faits pour être déjoués, les records faits pour être battus. Donc on verra bien. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez, les amis, de cette longue analyse en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche, mettre un petit pouce bleu et à bientôt, les amis, pour d'autres vidéos. Ciao, à la prochaine.